Au cœur des bouleversements de l'Angleterre du XIe siècle, Édith de Wessex s'impose comme une femme d'une intelligence remarquable, dotée d'une perspicacité politique et d'une importance culturelle durable. En tant qu'épouse du roi Édouard le Confesseur de 1045 jusqu'à sa mort en 1066, elle fut le témoin d'un des chapitres les plus instables de l'histoire anglaise, devenant finalement la dernière reine anglo-saxonne d'Angleterre. Bien que l'histoire mette souvent en lumière des figures plus dramatiques de l'époque, comme son frère le roi Harold Godwinson, son époux le roi Édouard le Confesseur et, inévitablement, Guillaume le Conquérant, la vie d'Édith offre un aperçu fascinant de l'intrication de la politique d'avant la conquête et du rôle influent, bien que souvent négligé, des femmes royales. Voici son histoire. Née vers l'an 1025, Édith de Wessex était la fille de Godwin, le comte de Wessex, l'un des hommes les plus puissants et influents d'Angleterre, et de son épouse Gitter Thorkelsdottir, une noble femme issue d'une illustre lignée danoise. Gitter était la sœur d'Ulf, un comte danois et beau-frère du roi Knut le Grand, ce qui donnait à Édith des liens avec les structures de pouvoir anglaises et danoises. Dès sa naissance, elle se trouvait au cœur même de l'aristocratie anglo-saxonne, façonnée par un héritage de puissance politique et de lignée noble. Comprenant l'importance de l'instruction pour une femme destinée à une haute position, le comte Godwin fit en sorte qu'Édith soit élevée et éduquée à l'abbaye de Wilton, l'un des meilleurs centres d'apprentissage pour les femmes nobles de toute l'Angleterre. À l'abbaye de Wilton, Édith reçut une éducation qui dépassait largement ce qui était habituel pour les femmes de son époque. Elle devint parfaitement bilingue en 5 langues, l'anglais, le danois, le français, l'irlandais et le latin, un exploit rare et remarquable qui lui permettrait plus tard de s'adapter à la cour diverse et sophistiquée d'Édouard le Confesseur. Parallèlement à ses études académiques, elle maîtrisa les arts féminins traditionnels de la broderie et du tissage, des compétences profondément respectées dans la culture anglo-saxonne pour leur beauté, leur symbolisme et leur valeur sociale. Édith de Wessex a vécu l'une des périodes les plus turbulentes et transformatrices de l'histoire anglaise. Son père Godwin s'était élevé à la notoriété sous le règne du roi Knut le Grand, le redoutable monarque viking qui régnait sur l'Angleterre, le Danemark et la Norvège. Élevé au puissant titre de comte de Wessex, Godwin devint l'un des conseillers les plus fiables de Knut, possédant probablement une connaissance approfondie du fonctionnement interne du vaste empire de la mer du Nord. Mais la stabilité du règne de Knut n'était pas destinée à durer. En l'an 1035, il mourut subitement à l'âge d'environ 45 ans, laissant derrière lui une succession contestée. Son fils Harold Pied de Lièvre monta sur le trône et Édith, alors âgée d'environ 10 ans, aurait été témoin de l'incertitude qui s'ensuivit. Harold régna de 1035 jusqu'à sa mort en 1040, après quoi son demi-frère Harthacnut lui succéda. Le règne de Harthacnut fut bref. Il régna seulement 2 ans avant de connaître une fin mystérieuse. Empoisonné lors d'un banquet de mariage, son assassin est perdu dans l'histoire. Au cours de ces années de rois changeants et d'alliances précaires, le comte Godwin parvint à conserver son pouvoir et son influence, naviguant habilement dans les bouleversements politiques des souverains vikings successifs. Mais avec la mort de Harthacnut, la lignée de Knut prit fin, tout comme l'ère de la domination viking en Angleterre. Dans ce vide s'avança Édouard le Confesseur, fils du roi anglo-saxon déchu, Ethelred l'Indécis, l'homme même qui avait perdu l'Angleterre au profit des Vikings. Après près de 30 ans d'exil, Édouard fut invité à revenir pour reprendre le trône de son père. Ainsi, un nouveau chapitre commença pour l'Angleterre, alors que le trône revenait à la maison de Wessex. Le comte Godwin a joué un rôle déterminant dans le retour d'Édouard le Confesseur sur le trône d'Angleterre. Cependant, leur alliance était entachée d'animosité personnelle. Édouard nourrissait depuis longtemps une profonde rancune envers Godwin, qu'il tenait pour responsable de la mort brutale de son frère, Alfred l'Etheling. Pourtant, la nécessité politique l'emportait sur les griefs personnels. Édouard, dépourvu de véritable base de pouvoir,
fut contraint de s'appuyer sur la force militaire et l'influence considérable de Godwin. Dans le cadre de cette fragile trêve politique, Édith de Wessex, alors âgée de 20 ans, fut mariée au roi Édouard le 23 janvier de l'an 1045. Le roi avait alors environ 42 ans. Leur mariage eut lieu à l'ancienne cathédrale de Winchester, et Édith fut couronnée reine. La plupart des épouses royales des Xe et XIe siècles ne recevaient pas cet honneur, et son couronnement soulignait à la fois son statut personnel et l'immense poids politique de la famille Godwin. Le mariage entre Édouard et Édith était une union de pouvoir, non de passion, et il intrigue les historiens depuis longtemps. Il resta sans enfant, ce qui a mené à des spéculations sur sa véritable nature. Les chroniqueurs ecclésiastiques médiévaux, désireux de présenter Édouard comme un homme pieux, ont affirmé qu'il avait fait vœu de célibat, le présentant comme un roi trop saint pour les plaisirs terrestres. Cependant, les chercheurs modernes suggèrent d'autres possibilités. Que l'hostilité persistante d'Édouard envers les Godwin l'a poussé à s'éloigner d'Édith, ou que l'infertilité de l'une ou l'autre des parties a joué un rôle. Quelle que soit la vérité, Édouard traitait Édith avec respect en apparence. Il lui a offert de précieuses terres à travers l'Angleterre et a veillé à ce qu'elle demeure présente à la cour. En tant que reine, Édith exerçait une véritable influence, participant aux cérémonies royales et supervisant certains aspects de l'administration. L'alliance précaire entre le roi Édouard et la puissante famille Godwin finit par se briser à l'automne de l'année 1051, éclatant en une crise ouverte. Les tensions couvertes depuis longtemps, alimentées en partie par la dépendance croissante d'Édouard envers ses conseillers normands. Le point de rupture survint en septembre, lorsqu'Édouard ordonna à Godwin de punir la ville de Douvres à la suite d'une violente altercation impliquant Eustache de Boulogne, l'un des alliés normands du roi. Godwin et ses fils défièrent l'ordre royal, refusant d'agir contre leurs propres compatriotes. Édouard saisit l'occasion pour frapper la famille qui avait éclipsé son règne pendant des années. Avec le soutien des comtes de Mercie et de Northumbrie, il expulsa Godwin et ses fils d'Angleterre, démantelant ainsi efficacement leur bastion politique. La chute des Godwin eut des conséquences rapides et douloureuses pour Édith de Wessex. Bien qu'elle fût une reine couronnée et ointe, son statut royal ne put la protéger. Elle fut envoyée dans un couvent, ses terres confisquées, et il existe de solides preuves qu'Édouard envisagea de divorcer d'elle, peut-être à cause de leur mariage sans enfant, ou plus probablement dans le cadre d'un effort plus large pour rompre tout lien avec sa famille déchue. Cet épisode de la vie d'Édith met à nu la vulnérabilité des femmes royales dans l'Angleterre anglo-saxonne, dont le pouvoir et la position étaient souvent étroitement liés à la fortune de leurs parents masculins. Malgré son statut élevé et ses années de service en tant que reine, Édith pouvait être écartée lorsque la nécessité politique l'exigeait. Pourtant, sa disgrâce ne devait pas durer longtemps. En l'an 1052, son père Godwin et ses frères revinrent en Angleterre avec une flotte et une force militaire redoutables. Confrontés à la menace réelle d'une guerre civile et manquant de soutien suffisant pour leur résister, Édouard fut contraint de rétablir les Godwin au pouvoir. Dans le cadre de cette réconciliation, Édith fut rétablie comme reine et retourna à la cour. Ses titres et ses biens lui furent rendus. Après son retour à la cour, Édith reprit son rôle de présence centrale et dominante sous le règne d'Édouard le Confesseur. Elle prit un soin particulier à préserver la dignité et la splendeur de la couronne, supervisant la commande de somptueux vêtements et de bijoux raffinés pour Édouard. Son pouvoir n'était pas seulement cérémoniel. Le Domesday Book, compilé environ 20 ans après sa mort par Guillaume le Conquérant, mentionne Édith comme l'une des plus riches propriétaires terriens d'Angleterre, avec d'immenses domaines répartis à travers le royaume. Cette richesse lui offrait un levier politique considérable, lui permettant d'accorder des faveurs, de récompenser la loyauté et de maintenir un réseau d'alliés. Parmi ses plus proches confidents se trouvait son frère Tostig, dont l'élévation au titre de comte de Northumbrie en 1055 fut probablement facilitée par l'influence d'Édith à la cour.
Cependant, leur lien allait plus tard jeter une ombre sur l'héritage d'Édith. La gouvernance sévère de Tostig provoqua une rébellion dans le nord en 1065 et certains chroniqueurs murmurèrent qu'Édith avait joué un rôle sombre dans un scandale antérieur, l'assassinat du noble northumbrien Gospatric pendant Noël de l'année 1064. De tels récits révèlent comment Édith était perçue à son époque, non seulement comme une reine, mais aussi comme une habile stratège politique, prête à agir de manière décisive, voire impitoyable, pour défendre le pouvoir de sa famille. Au cours de la dernière année de la vie d'Édouard, alors que sa santé déclinait, le rôle cérémoniel d'Édith devint de plus en plus important. Le 28 décembre de l'année 1065, elle se tint à sa place lors de la consécration de l'abbaye de Westminster. Le grand héritage architectural d'Édouard et son offrande spirituelle au royaume. Le roi Édouard le Confesseur mourut le 5 janvier de l'année 1066, déclenchant l'une des crises de succession les plus légendaires et célèbres de l'histoire anglaise. Selon la Vita Edwardi Regis, une chronique contemporaine commandée par Édith elle-même, Édouard, sur son lit de mort, nomma son frère Harold Godwinson comme héritier. Le lendemain, le 8e, le conseil royal du roi confirma la revendication d'Harold et le proclama roi. Pour Édith, ces événements marquèrent un tournant profond. Bien qu'elle ne soit plus reine consort, l'accession de son frère au trône lui assura de conserver honneur, influence et une place centrale à la cour royale. Mais ce nouveau chapitre de sa vie serait à la fois bref et brutal. Le règne de Harold fut immédiatement contesté par Harold Hardrada, le roi de Norvège, et Guillaume, le duc de Normandie. Les conflits qui s'ensuivirent culminèrent lors des batailles de Fulford et de Stamford Bridge, où Harold Godwinson vainquit Hardrada. Cependant, à Hastings, le destin ne lui fut pas favorable, et il fut tué, emportant avec lui le dernier grand espoir de la domination anglo-saxonne. Pour Édith, la conquête normande ne fut pas seulement un bouleversement national, mais aussi une profonde tragédie personnelle. Elle perdit 4 frères lors des batailles de Stamford Bridge et de Hastings. Seul son plus jeune frère, Wulfnoth, survécut, condamné à passer le reste de ses jours comme otage sous le contrôle normand. En l'espace de quelques semaines à peine, la puissante famille Godwin, autrefois la force la plus puissante d'Angleterre, fut brisée. Lorsque l'armée de Guillaume avança sur Winchester où elle résidait, il envoya des émissaires pour exiger un tribut. Édith, toujours pragmatique et politiquement avisée, s'exécuta. En retour, Guillaume lui permit de conserver la majorité de ses domaines et de ses revenus. Cette diplomatie prudente permit à Édith de devenir l'une des rares nobles anglo-saxonnes à sortir de la conquête avec son statut en grande partie préservé. L'un des héritages les plus durables d'Édith fut sa commande de la biographie de son mari, le roi Édouard le Confesseur, une œuvre connue sous le nom de Vita Edwardi Regis, la vie du roi Édouard qui repose à Westminster. Rédigé vers l'an 1067 par un moine anonyme de Flandre, ce récit presque contemporain compte parmi les sources les plus précieuses pour comprendre les dernières années de l'Angleterre anglo-saxonne et les événements entourant la conquête normande. Bien plus qu'un simple hommage royal, la Vita a été conçue pour mettre en valeur la piété et la royauté d'Édouard. Tout en renforçant subtilement la légitimité et le prestige de la famille Godwin, ces pages témoignent clairement d'une sympathie envers Édith et les siens, offrant un contrepoint au récit normand émergent qui allait dominer la mémoire historique. Ce faisant, elle préserve un point de vue anglo-saxon essentiel sur un royaume en pleine transition. Édith mourut en 1075 à Winchester après une longue maladie. Elle avait environ 50 ans. Bien que la conquête normande ait changé le royaume, Guillaume le Conquérant reconnut la stature royale d'Édith et veilla à ce qu'elle soit inhumée avec honneur, enterrée aux côtés de son mari à l'abbaye de Westminster. Édith de Wessex occupe une place unique dans l'histoire anglaise en tant que dernière reine de l'Angleterre anglo-saxonne. Sa vie a couvert le règne des rois danois, le crépuscule du pouvoir anglais autochtone et l'aube de la domination normande, faisant d'elle un fil vivant
qui reliait 3 époques distinctes. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Seitz. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, aimez, abonnez-vous, partagez et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de History Profile.